Et oui, mon beau moteur d'A104 est toujours sur l'établi. Pourquoi il n'est pas dans mon caisson moteur? Bah écoute, je vais t'expliquer ça maintenant. Il me reste encore beaucoup de choses à checker, à vérifier, à préparer avant de remonter mon moteur dans le caisson. Donc du coup, dans cette vidéo là, je te fais un petit point sur les éléments annexes du moteur que je suis en train de checker, en train de vérifier. Je vais reprendre aussi 2-3 trucs que j'ai fait sur des vidéos antérieures. Je t'apporte les commentaires, les axes d'amélioration qu'on va passer pour pas que tu fasses entre guillemets les mêmes erreurs que j'ai pu faire. En tout cas, si tu vas apprendre des choses et te cultiver, va chercher ton café, va chercher ton jus d'orange, pose-toi devant la vidéo. Et surtout, si tu as de l'expérience, ou même si tu es débutant et que tu apprends et que tu as vu des choses qui ne te plaisent pas forcément, n'hésite pas à commenter la vidéo de ton savoir, de ton expérience, de ton vécu. Si ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et surtout, ça me motive pour lâcher du contenu plus régulièrement. Donc du coup, c'est gratuit, profites-en, et maintenant j'arrête de t'embêter et on se met au boulot. Du coup, là, je vous fais un petit point sur le démarreur. L'alternateur aussi, je vais essayer de vous faire un petit point et vous montrer ce que je vais checker, ce que je vais changer. Je suis pas un pro. La partie électronique, je la gère pas du tout. Donc du coup, j'apprends au fur et à mesure, j'ai les bases, mais n'hésite pas à me dire ce que c'est, ce que je vais te montrer dans les commentaires et à ajouter ton expérience, tes connaissances, comme d'habitude. Bon, du coup, voilà mon démarreur. Je l'ai entièrement ouvert pour tout nettoyer. Mon lanceur, un abonné m'en a gentiment donné un. Du coup, on va en profiter, on va mettre un lanceur tout neuf. Ensuite, bien évidemment, vous le voyez, j'ai tout nettoyé, tout brossé. La fourchette, elle est en très bon état, du coup on va pas la changer. On va juste la retourner parce qu'il y a un côté, je sais pas si on va voir. Voilà, là c'est le côté qui frottait, il y a un petit plat, on le voit. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va la tourner pour mettre le côté qui n'était pas usé en action. Voilà, c'est vraiment léger. Hein. Pour le corps du démarreur, bien sûr, moi je l'ai nettoyé, je vais le repeindre par la suite. L'intérieur, j'ai tout nettoyé en faisant attention de ne pas bouffer les isolants avec des produits comme nettoyant frein, dégrippant. Histoire de ne pas avoir de courgeux et pas tout faire sauter dans ma voiture ou pas faire fondre le faisceau. Ça m'est déjà arrivé sur une moto. J'ai coincé le fil en fait du faisceau en remettant ma selle, ça avait frotté contre le cadre et du coup ça fait court-circuit et mon faisceau est fondu. C'était con mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. Toutes les portées, donc toutes les parties où l'alternateur va poser, j'ai tout nettoyé parce que ça sert à faire contact et du coup pour limiter les pertes d'électricité et les résistances, tout doit être nickel et on doit retirer le maximum de rouille. Mes charbons, lui il en est à correct, l'autre il est complètement bouffé, il est cassé en deux, donc du coup je change, je me prends pas la tête, je vais en ressouder des nouveaux, ce sera propre et je pourrai partir serein. Tiens, le deuxième charbon que je vous parlais, il est complètement bouffé, il est quasiment inexistant. Et maintenant on arrive à la partie principale du démarreur. Du coup ce que j'ai fait, déjà, on a nettoyé toutes les portées, toutes les pièces qui étaient en mouvement, qui coulissaient, hop, histoire que ce soit nickel et qu'il n'y ait pas d'accrochage, qu'il n'y ait pas d'impureté ou autre. On a également tout regraissé à l'huile fine pour garantir un bon coulissement. Cette partie-là, par contre, je ne connais pas le nom de cette partie-là. On a passé un couteau à l'émery très léger, histoire d'enlever les impuretés. On va essayer de ne pas le déformer par contre. Toutes les rainures, on a passé un coup de lame de cutter pour pouvoir enlever toutes les petites merdes, tout ce qui a pu s'accumuler dedans. Et toujours pareil, un gros nettoyage en faisant attention à ne pas bouffer le vernis, isolant et autres. Pour toutes les pièces d'échappement, collecteurs et autres que je viens de vous montrer à l'instant, ce qui était peint, je vais le repeindre. Ce qui n'était pas peint par contre, je vais juste le décaper, bien le brosser, mais je vais pas le repeindre parce que si vous mettez une peinture de température, vous pouvez prendre la meilleure qui soit. Il y en a qui tiennent, hein. Je sais qu'il y a certaines peintures époxy qui tiennent et certaines peintures avec des primaires de très bonne qualité qui tiennent, mais la plupart des peintures en bombe, quand vous le mettez directement en sortie de collecteur, pour mon expérience personnelle, n'hésite pas à me reprendre dans les commentaires si tu as un autre produit qui est super et qui tient. Ça tient pas, donc quand vous êtes démarré de votre voiture, ça va fumer, parce qu'en fait votre peinture tout simplement, elle va brûler. Donc du coup voilà pourquoi, ce qui est peint, je le peins, et ce qui n'est pas peint, je le peins pas. Bon, du coup, sur les vidéos que j'ai faites précédemment, le premier point que je voulais reprendre, c'était sur les écrous Nilstop. Les écrous Nilstop, c'est quoi? C'est l'écrou avec le petit filet en nylon que tu peux avoir régulièrement sur tout ce qui est vis de sécurité. Ce petit filet en nylon, il évite que la vis se que l'écrou se desserre à cause des vibrations, etc. Ces écrous-là, normalement, ils sont à usage unique.
Moi j'ai une palette d'écrous Nextop, mais j'ai pas tous les écrous. Et notamment ceux de la barre stabilisatrice de ma 104, je les ai pas remplacés, j'ai remonté ceux d'origine. Quand on remonte comme ça d'origine, il faut prendre en compte qu'ils ont déjà été montés une fois, que tu as un risque qu'ils se défassent. Après, si tu mets une rondelle rover ou un coup de frein filet, bien sûr, tu vas éviter ce risque-là. Mais c'est à prendre en compte. Donc un écrou Nextop, tu as en tête que c'est usage unique. Je rebondis sur le frein filet. Le frein filet, je l'utilise, mais je l'utilise pas abondamment. Le frein filet, il est déconseillé pour les vis de petit diamètre. Moi, je ne savais pas pourquoi. Je me suis jamais posé la question. J'ai appris comme ça. Et il y a une personne qui m'a apporté l'explication. Je te remercie. Je dis pas les noms ni les prénoms parce que je sais pas si elles sont d'accord, mais en tout cas, elles se reconnaîtront dans la vidéo. En fait, le frein filet, c'est bien. Ce qu'il faut que tu penses quand t'en mets, c'est que la vis, tu seras peut-être amené à la défaire un jour. Et si t'en mets sur une vis de petit diamètre, bah, ça se trouve à bloquer dans son logement. Si en plus tu réutilises une vis qui était déjà là sur la voiture à l'origine, elle est peut-être déjà fragilisée, et tu risques de la casser dans son logement. Et ce sera pire qu'autre chose. Tu connais la procédure après, tu es obligé de prendre un tourne à gauche, de repercer, de retarauder. Et concrètement, c'est très très embêtant. Donc du coup, voilà pourquoi il faut éviter d'en mettre sur les vis de petit diamètre, c'est pour éviter les risques de casse. Sur les vis de gros diamètre, tu peux en mettre. Après, voilà, toujours pareil, quand tu montes quelque chose avec du frein filet, il faut penser à le démonter. Le frein filet, quand tu le chauffes, ça part très bien. Mais tu ne peux pas chauffer toutes tes pièces de la voiture. Moi, où est-ce que j'en ai mis? Donc j'en ai mis, et j'en mets toujours sur les vis qui tiennent les étriers de frein. Que ce soit auto ou moto, j'ai appris à monter ça comme ça, donc j'en ai mis. Pour tout ce qui est tambour, j'en ai mis sur les 4 vis qui servent à tenir les tambours sur le train arrière de la voiture, parce que je préfère éviter de perdre un tambour en roulant. Et j'en ai mis sur les 3 vis qui servent à tenir mes disques de frein à l'avant. Donc ça c'était le point pour le frein filet, à utiliser avec modération. Et le dernier point que je vais vous faire, c'était sur le serrage des roulements de conique de mes roues arrière. Moi je les ai serrés à la clé dynamo, comme vous avez vu, la procédure à suivre, je te la mets là. Tu fais un petit arrêt stop si tu veux la lire. C'est ce que j'ai fait, hein. Elle est très longue, elle est un peu chaotique entre guillemets, mais c'est la procédure de la RTA. Il y a plusieurs personnes qui sont venues vers moi en me demandant déjà si j'utilisais une clé dynamométrique. La clé avec un manche bleu, c'est une clé dynamo. Donc voilà, maintenant vous savez pour la suite. Donc oui, moi je les ai serrés au couple. C'était à 6 kN si je ne me trompe pas. C'est le soir il est tard, donc pardonnez-moi si je me plante. De toute façon, je vous ai mis le petit fascicule, donc vous verrez très bien de vous-même. Moi, ça me paraissait un peu lourd, un peu gros pour des coniques, mais bon, c'est la RTA, c'est comme ça. Il y a 3 personnes qui sont venues vers moi, et je les remercie au passage, parce qu'elles m'ont apporté une indication que je ne connaissais pas, et un moyen de faire que je ne connaissais pas. Ils m'ont dit, nous ce qu'on faisait dans les garages, c'est on les serrait au poids de clé. Au poids de clé, c'est quoi? En fait, tu prends ta clé, bon, t'imagines que ce maillet c'est une clé, hein. Tu la mets, hop, tu rapproches ton écrou à la main avant, tu la mets, et en fait tu viens prendre le manche, et tu viens le lancer. Et avec l'inertie, et avec la force que tu vas mettre, le manche il va tourner, ça va visser ton écrou, et quand le manche se bloque, c'est que ton écrou est suffisamment mis et que ton roulement conique est suffisamment contraint avec l'autre. Et ça sert à rien d'aller serrer plus fort. Là tu viens freiner ton écrou pour pas qu'il se défasse, et tu touches plus. J'ai cette version là par 2 personnes, et une 3e personne qui m'a dit que serrer au poids de clé, c'était hop, tu mets ta clé, tu mets 2 doigts sur le manche, tu serres, tu serres, tu serres, tu serres, et quand ça bloque, t'arrêtes de serrer, c'est bon, tu freines ton écrou et tu touches plus. Donc du coup voilà, moi c'est quelque chose que je connaissais pas, ces techniques là. Pour moi des roulements, que ce soit conique ou pas, ça serrait forcément au couple. Je vais redémonter mes roues arrière, je vais la resserrer comme ça. Donc du coup voilà les petits points que je voulais reprendre. Maintenant j'arrête de te parler, j'espère que ça t'aura pas trop saoulé, que tu auras appris des choses. Puis on va se remettre au boulot, on va attaquer le démarreur et l'alternateur. Pour démonter un alternateur, tu as besoin de 2 tournevis ou 3, et en fait ça se fait entre guillemets comme un démonte-pneu. Tu as différentes fentes sur ton alternateur, tu viens loger tes tournevis dans les fentes, le descendre légèrement, et tu viens faire levier. Et en faisant levier, en fait, tu viens décoller la partie supérieure de la partie inférieure, et tu peux l'enlever comme ça. Là j'ai déjà fait, hein, bien sûr, crois pas que ça se fait comme ça. J'ai un peu galéré, j'ai dû taper tout autour avec un maillet, en faisant attention par contre à pas taper trop fort parce que c'est de l'aluminium, donc faut pas le déformer. Quand tu mets ton tournevis, si tu mets trop profond, tu risques de rayer aussi le vernis qu'il y a sur le bobinage, donc fais gaffe à ça. Mais en prenant son temps encore une fois, en persévérant, toujours pareil, on arrive à le décoller de manière correcte. Pour l'alternateur, ce qu'il y a à vérifier, c'est les roulements. Donc vous en avez un ici, et il y en a un, hop, qui va être, bon normalement il faut démonter l'ensemble, et en fait il est à l'intérieur ici dans la partie en aluminium. Donc là on prend, on regarde s'il n'y a pas trop de jeu. Il y a un jeu fonctionnel bien sûr, mais il ne faut pas le dépasser. S'ils sont pas bons, les roulements ça change. C'est relativement simple, c'est comme un roulement classique. Ensuite, il faut faire très attention que les isolants ne soient pas bouffés et que les vernis
qui protège le bobinage et les autres pièces ne soit pas bouffé et qu'il n'y ait aucun court-circuit, aucun contact entre cette partie-là et les autres parties. Donc c'est une inspection visuelle, on vérifie tout à l'œil après un bon nettoyage. Bien évidemment, j'ai tout nettoyé, là je viens juste de l'ouvrir. Les ponts de diode, moi je vais pas les changer, je vais les laisser en place, je vais pas les dessouder parce que j'ai pas le matériel et j'en ai pas d'avance. Ils sont relativement en bon état, un bon nettoyage. Là ce qu'on voit c'est mes charbons d'alternateur, ils sont en bon état, du coup moi ce que je vais faire c'est que je vais les garder, je vais juste très bien nettoyer mon alternateur. Bon, du coup sur mon moteur il me reste quoi à faire? J'ai envie de vérifier plusieurs choses avant de le monter dans ma 104 pour éviter les soucis et les petits problèmes qui pourraient arriver. Premièrement, ce que je vais faire, c'est une fois que mon démarreur sera en état, je vais monter dessus et je vais faire tourner mon moteur à vide comme ça pour vérifier qu'il tourne correctement bien sûr, qu'il ne force pas à certains endroits, que les pièces se mettent en place et faire un premier contrôle du moteur avant de le monter dans mon caisson. Après, deuxième chose que je vais faire, c'est que je vais prendre les compressions. Même si j'ai refait ma culasse, même si j'ai rodé mes soupapes, etc., histoire d'être sûr que j'ai des bonnes compressions et pas avoir de surprise quand je vais monter mon moteur, je vais prendre mes compressions. Donc l'outillage je l'ai pas, je l'ai commandé, il arrive, ça prend un peu de temps. Je vais vraiment éliminer toutes les incertitudes avant de remonter mon moteur, donc c'est pour ça que je les prends. Et puis après, ce que je vais faire, en troisième chose, c'est je vais vérifier la pompe à huile. Comment je vais faire? Tout simplement, je vais faire tourner mon moteur encore une fois au démarreur, et je vais vérifier que mon moteur se lubrifie correctement, que ma pression d'huile monte bien. Donc ça, ce sera un contrôle visuel avant de remonter mon moteur. Pourquoi? Vous avez été nombreux à me dire que la pompe à huile était défaillante sur les 104, qu'il y avait des problèmes avec, donc voilà pourquoi je le fais. Encore une fois, si tu vois d'autres choses à vérifier sur le moteur de la 104 et sur les moteurs en général, mets-le dans les commentaires. Donc là j'arrive dans une phase de restauration de la 104 où je commence à faire des finitions, à faire des contrôles, donc ça prend beaucoup de temps. Je suis toujours à la recherche de quelques pièces annexes pour ma 104, notamment un kit de fixation pour les phares, puis je recherche toujours quelques pièces annexes pour le moteur ou autre, au cas où, comme ça j'aurai quelques pièces d'avance si j'en ai quelques-unes qui me lâchent. Pareil, je cherche aussi quelques pièces de 125 DTMX, mais ça j'en dis pas plus. La vidéo est terminée, si ça te plaît n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je te souhaite surtout un bon confinement si t'es confiné, avance bien sur ta resto. Moi perso j'ai travaillé, du coup ça va pas avancer des masses, mais surtout, comme d'habitude, au plaisir de partager.